Nous sommes le 29 mars et il y a 18 jours, un séisme d'une magnitude particulière a frappé la côte est-nord-est du Japon, suivi d'un tsunami qui a notamment détruit ou endommagé les systèmes de secours de 4 des 6 réacteurs qui étaient les plus exposés au tsunami sur le site de Fukushima numéro 1. Aujourd'hui, on peut essayer de faire un point, mais ça ne peut être qu'un point temporaire. L'accident est en cours. Les équipes japonaises sont encore en train de se battre pour en limiter les conséquences, et donc c'est un point de situation 18 jours après. On peut dire que les réacteurs 5 et 6 ne posent plus d'inquiétude particulière, et c'est focalisé maintenant surtout sur 1, 2, 3. Il y avait aussi sur le site une piscine générale rassemblant des assemblages combustibles déjà anciens déchargés des 6 réacteurs. Cette piscine ne pose pas de problème et il semble que la piscine numéro 4, qui avait quand même été un sujet de forte inquiétude, est stabilisée. Donc le problème maintenant semble vraiment s'être focalisé sur les réacteurs de 1 à 3. On sait que, n'ayant pas les moyens de refroidir correctement dès le départ, une partie du combustible, la partie supérieure dans le cœur de ces 3 réacteurs, a été endommagée. On ne sait pas jusqu'à quel point. Mais il est évident que ça a été endommagé, et quand les gaines se sont oxydées et effritées, elles ont relâché à peu près la totalité de tout ce qui était les produits de fission gazeux, c'est-à-dire les kryptons et les xénons, ça c'est clair, et aussi probablement la quasi-totalité des produits suffisamment volatiles, c'est-à-dire les iodes, les tellures césium et peut-être aussi un peu le ruthénium. Donc, pendant tous ces jours, la priorité numéro 1 était claire, il fallait refroidir à tout prix, par tous les moyens. Vous savez qu'au début, ils ont été jusqu'à mettre de l'eau de mer carrément dans les cuves des réacteurs, ce qui est une mesure quand même assez exceptionnelle. Maintenant, ils ont pu repasser à l'eau douce. C'est important parce que l'eau de mer est corrosive et puis le sel peut se déposer et aller faire des colmatages supplémentaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On sait aussi qu'ils ont pu tirer une ligne à haute tension jusqu'à la centrale et qu'ils ont en particulier pu remettre du courant dans les salles de commande. Donc on commence à avoir accès à des mesures qu'ils avaient perdues. Et donc ils sont en mesure de dire un peu plus de choses. Et parfois, ça amène à reconsidérer certaines des conclusions qu'on avait cru pouvoir tirer. Enfin, on peut dire aussi qu'ils sont encore en train d'essayer de reconnecter le courant sur les organes normaux de refroidissement, mais ils n'osent pas le faire avant d'être sûrs que ça ne provoque pas des courts-circuits et des incendies. Donc ça prend beaucoup de temps, surtout que, alors ça c'est la partie mauvaise nouvelle, à force de mettre de l'eau qui s'est chargée de produits radioactifs, il y a eu des débordements, en particulier dans les bâtiments turbines, et les bâtiments turbines n'étant pas étanches, par des galeries, une partie de cette eau très contaminée se retrouve aussi à l'extérieur de la centrale. Donc on a une contamination qui s'étend. Donc si on peut faire un point immédiat, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord que la plupart des produits volatiles sont partis, donc on ne les rattrapera pas, mais il n'y en a plus, à condition que le cœur reste dans l'état où il est. Deuxièmement, l'eau radioactive qui est dans les bâtiments turbines, il faut qu'ils la pompent, qu'ils l'envoient dans d'autres récipients, parce que ça les empêche d'intervenir et donc de continuer la reprise en main de ce qui peut l'être. Il y a, semble-t-il, une solution de l'envoyer dans les énormes récipients qu'on appelle les condenseurs, qui sont énormes parce qu'en général ils sont faits pour contenir de la vapeur qui a un gros volume. Certains d'entre eux sont pleins d'eau qui n'est pas radioactive, donc il faudrait commencer par les vidanger, mais ça fait déjà des gros récipients sur place, donc c'est probablement une voie qu'ils sont en train d'explorer. Et je terminerai par la dernière nouvelle. Des traces de plutonium ont été trouvées effectivement aux environs immédiats de la centrale. On ne peut pas être sûr, mais ça vient probablement d'aérosols qui sont partis avec les relâchements de vapeur. Aérosols donc avec des petites poussières d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium qui, étant lourds, se sont déposés très proche de la centrale. C'est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. Je vous rappelle que du plutonium, de toute façon, il y en a dans tous les cœurs, même ceux qui sont chargés que à l'uranium, parce qu'il se produit au fur et à mesure
de la combustion. Et donc la partie MOX, qui semble avoir inquiété particulièrement les gens, ne contribue pas énormément à l'inventaire plutonium. Ça ne change pas le problème du tout. Jusqu'ici, il semble qu'on ait réussi à stabiliser la dégradation des cœurs. Si ça continue, c'est-à-dire si on est capable de continuer à refroidir pour empêcher une dégradation supérieure, eh bien on va avoir encore une crise longue pour terminer l'accident, mais ça voudrait dire que le pire est passé. Si en revanche, à la suite de nouveaux incidents ou de l'incapacité d'intervenir, de rebrancher les moyens normaux, on arrive à aller plus loin, c'est-à-dire aller carrément une fusion du cœur, eh bien on arrive sur les scénarios, le cœur fondu se rassemblant dans le fond des cuves, les cuves à ce moment-là ne tenant pas suffisamment longtemps, le cœur fondu traverse la cuve et tombe dans la partie béton très épaisse qui est en dessous, qui fait à la fois la poire de confinement qu'on a vue sur tous les dessins et ensuite le plancher du bâtiment réacteur. Et à partir de là, là aussi, c'est difficile à refroidir, mais c'est encore possible. Donc vous voyez qu'on a terminé le sprint de départ, on est maintenant dans un marathon. Et il va falloir continuer à refroidir au possible. Sinon, le corium, c'est-à-dire cette espèce de magma fondu, va attaquer le béton. Alors en attaquant le béton, il va changer de composition, c'est-à-dire qu'il va incorporer des produits, les silices ou les produits légers qu'il y a dans le béton. Il va devenir plus fluide, il va s'étaler mieux. Il va se refroidir un peu, mais il peut arriver à sortir complètement et à ce moment-là contaminer le sous-sol sur une profondeur qui est difficile d'évaluer parce que plus il s'enfoncera, plus il se refroidira. Mais vous voyez que là, pour le coup, on aura une contamination extrêmement massive. De toutes les façons, on a déjà une contamination grave, mais localisée. Et dans mon scénario rose, elle restera localisée. Dans le scénario noir, c'est difficile à dire. Là encore, on sera de nouveau tributaire de la météo, des vents, des pluies. Et ça voudra dire plus ou moins de zones condamnées, condamnées pour l'habitation et la culture. Alors, dernier point quand même qui est important, les autorités japonaises ont fait preuve des bons réflexes dès le début. C'est-à-dire qu'ils ont évacué préventivement les populations alors même qu'il n'y avait pas encore de relâchement de radioactivité. Et donc, les dégâts humains sur la population en général vont probablement être négligeables. Si, même dans le scénario noir, il y aura le temps. Si vous voulez, la zone contaminée sera plus ou moins importante, mais probablement que les populations ne souffriront pas des radiations. Ce qui n'est évidemment pas le cas des équipes d'EPCO, des équipes de pompiers et de militaires japonais qui sont venus leur prêter main forte. Et eux, ben, c'est certain qu'on leur a relevé la limite de dose autorisée. Il y a des rotations, mais cette population-là, évidemment, devra être surveillée très sérieusement après l'accident.